Françoise Gadet nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez co-dirigé, coordonné l'ouvrage collectif Les Parler Jeunes dans l'Île-de-France multiculturelle. C'est aux éditions Offris. Alors, en fait, vous êtes parti d'un constat, dites-moi si je me trompe, c'est que le français, parler des jeunes, il fait souvent l'objet de clichés. On est habitué à lire dans la presse, à entendre à la radio des successions de perles, des choses que les gens épinglent, soit pour dire que c'est magnifique, soit pour dire que c'est pas vraiment du français, en fait, du français abîmé. Mais aller regarder au fond de quoi il s'agit, comment ces jeunes parlent vraiment, c'est beaucoup plus rare. Alors vous écrivez, c'est chez les jeunes locuteurs que les façons de parler entraînées par la présence de nouvelles populations dans les grandes villes apparaissent les plus saillantes, et c'est pourquoi la réflexion à ce sujet est souvent regardée comme relevant de l'étude des parlers jeunes ou selon une dénomination plus courante de la langue des jeunes. Vous utilisez plutôt les parler plutôt que la langue des jeunes. Pourquoi ? Parce que langue des jeunes a deux défauts. Ouais. Le premier, c'est langue, et le deuxième, c'est jeune. Langue, ça signifierait que c'est un ensemble constitué avec une prononciation spécifique, une syntaxe spécifique, un lexique spécifique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On est bien d'accord qu'il y a des particularités, mais la syntaxe est pour l'essentiel celle du français parlé, celle du français ordinaire, mais c'est du français. Alors justement, donnez-nous des exemples, parce que c'est un travail très concret. Vous allez d'ailleurs nous dire comment vous avez travaillé pour cette étude sociologique. Donnez-nous des exemples de ces mots qui reviennent souvent, aujourd'hui en 2017, dans la bouche de ces jeunes. Alors, évidemment, ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs, justement, à la rubrique stéréotypes, ce sont toujours les mêmes qui sont cités. Par exemple, on trouve « wesh » à tous les coups. Les gens, classique. Oui, les gens soulignent « wesh ». Ceci dit, il est effectivement beaucoup utilisé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par exemple, un mot comme « somme », qui est effectivement pas mal présent, mais si vous regardez comment les articles de journaux, la presse s'en est saisie, c'est un véritable stéréotype. Somme revient absolument toujours. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas, ce qui plaît tellement dans Somme, le fait est que c'est assez beau parce que c'est un mot qui a été emprunté à l'arabe, mais qui a changé de sens. En arabe, ça signifie le venin. Et en passant en français, ça signifie la haine, la colère, la rage. Alors vous écrivez notamment, en tous les cas, on peut lire dans votre ouvrage collectif, on constate la réappropriation par les jeunes de termes stigmatisants qui leur auront été accolés. Donc il y a le fameux wesh wesh, mais pas seulement, il y a aussi ghetto d'ailleurs, il y a tous ces mots-là. Ça veut dire quoi qu'ils se réapproprient ces mots, qui les enferment dans des catégories ? Ça, c'est un processus qui est beaucoup plus large que chez les jeunes. Toutes les populations qui sont stigmatisées ont le réflexe, la fierté, on pourrait dire, de retourner la stigmatisation en un affichage. Identitaire, en tout cas linguistique, là, en l'occurrence. C'est le cas, par exemple, pour beaucoup d'écoles de peinture qui ont été, par exemple, les fauves. Ils ont été d'abord désignés comme... c'était un terme péjoratif. Et ils se le sont appropriés. Ils se le sont appropriés en disant, oui, nous sommes des fauves. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Donc, les jeunes font la même chose. Est-ce qu'ils ont un accent, ces jeunes, d'ailleurs ? Alors, le terme accent est extrêmement difficile à définir. Là, en l'occurrence, on est en Île-de-France. À Marseille, il ne sera pas le même, on imagine. À Toulouse non plus. Non, mais c'est l'accent de la région. C'est ça. Donc, avec certaines particularités qui se manifestent certainement beaucoup dans la fréquence. C'est-à-dire, c'est ça qui est épinglé, c'est la fréquence du retour de certaines formules. Les parler jeunes existent depuis quand, au fond ? Parce que l'Es-Béton de Renault, par exemple... Vraisemblablement depuis toujours. Depuis qu'il y a des jeunes ? Oui, depuis qu'il y a des jeunes. Est-ce que ça peut être discriminant ? Est-ce qu'il peut y avoir une glottophobie que vivent ces jeunes ? Alors, ça, c'est clair qu'il
il est indispensable qu'ils sachent, pour leur propre survie, qu'ils sachent faire la différence entre la façon dont on parle quand on est entre soi, avec les copains, avec ses semblables, et la façon dont on parle, par exemple, en passant un entretien d'embauche, mais aussi dans des quantités d'autres situations de la vie ordinaire. Vous êtes aussi spécialiste des Français parlés au Canada, notamment au Québec et en Afrique. Quelle est la différence entre les parlers jeunes en France et les parlers jeunes, par exemple, dans d'autres pays francophones ? Alors, ça c'est une question très intéressante parce que des pays que ce soit, on signale 3 formes de parler jeunes, une au Cameroun, une en Côte d'Ivoire et une au Canada dans les provinces maritimes. Ces 3 sont beaucoup plus marqués par le plurilinguisme. Alors qu'en France, on dit que ces jeunes utilisent un mélange de langues. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des mots arabes, mais il y a quelques mots arabes, et pour l'essentiel, c'est du français. Alors que le Camp franglais de Yaoundé, par exemple, on est vraiment dans un autre dialecte. Incontestablement. Non, c'est même plusieurs langues, 3, 4, 5, parce que c'est des situations très, très Merci, on est pris par le temps, Françoise Gadet. En tous les cas, il faut lire Les Parlers jeunes dans l'Île-de-France multiculturelle édition Offris.